Une balade en Val de Saintonge au cœur de l'été, telle est ma nouvelle destination. Elle commence à Tonnay-Boutonne, un charmant village, jadis en Aunis durant le Haut Moyen-Âge, aujourd'hui en Saintonge. Sur son promontoire, en bord de Boutonne, affluent de la Charente, c'était au Moyen-Âge une place forte ceinturée de hauts murs et de 3 portes, dont seule subsiste ici la porte Saint-Pierre. Ce petit village réserve quelques surprises singulières, à commencer par l'hôtel de ville et son marché couvert. Ce dernier recevait jadis les marchés et foires en rez-de-chaussée. Les bureaux du maire et de la municipalité étaient alors à l'étage. Aujourd'hui, ce n'est que l'hôtel de ville. Rue de l'Abreuvoir, en face de l'église Saint-Martin, le billard club tonnaisien est toujours un lieu de vie sociale très actif. Plus loin, ces étranges empilages sont les témoins de l'activité des successeurs de Raymond l'Écuyer, menuisier tonnaisien au début du XXe siècle. Aujourd'hui, la société, devenue experte en bois multiples moulés, reconnue en architecture et agencement, surfe sur sa notoriété auprès de designers travaillant pour le luxe. Ici, en contrebas du village, au XIe siècle, se trouvait le château du seigneur local. Un emplacement atypique mais stratégique, justifié par la présence d'un grand port fluvial qui permettait aux maîtres des lieux de percevoir les droits de passage des nombreuses gabarres de commerce. Je remonte maintenant la rivière par sa rive gauche. Tout au long du parcours, des écluses attestent du caractère navigable des 31 km de la voie d'eau. Elle permettait un négoce international via Tonnay-Charente et Rochefort-sur-Mer. En 1926, tout trafic marchand y cesse. Au village de Torxé, coup d'œil au passage sur sa salle des fêtes, un archétype des foyers ruraux de Saintonge. Les écluses de Bernouais marquent l'arrivée sur Saint-Jean-d'Angély. Face à la base de loisirs, la Boutonne, devenue vaste, est bordée d'un quai où de belles demeures témoignent du passé gabarier du port de Saint-Jean. À bord des gabarres, les producteurs exportaient à l'étranger vin, eau-de-vie, grains, bois et des produits manufacturés. Au XIXe siècle, 12 gabarres sont encore rattachées à la cité. Par l'agréable chemin piétonnier depuis Chéran, on gagne facilement le centre historique de Saint-Jean. Il faut se rendre au sommet des tours de l'ancienne église abbatiale pour embrasser le mieux la ville et ses faubourgs. Par-dessus ces toits serrés en tuiles rouges émergent les couvertures ardoisées des monuments structurant la ville depuis le Moyen-Âge. Regardez.
Explorons maintenant la cité médiévale dont le grand âge se lit dans certaines façades stigmatisées par les siècles, comme ici l'ancien échevinage. Angériens et touristes connaissent bien la place du Pilori, un endroit convivial, proche de rues commerçantes. Jusqu'en 1789, à son pilori, un poteau de punition et d'humiliation publique, voleurs et contrevenants y expiaient leurs fautes. En 1819, elle est modernisée et au-dessus d'une fontaine embellie par une margelle de style Renaissance. Le quartier des Maisons à Colombage à Saint-Jean est remarquable. Une dizaine de maisons à encorbellement, les plus anciennes datant du XVe siècle, jalonnent les rues dont les noms évoquent les métiers qui s'y pratiquaient, regroupés en corporations, comme la rue des Bouchers, la rue des Charrons. Rue Grosse Horloge, que trouve-t-on? La tour de l'horloge, bien sûr. Primitivement érigée en 1332, elle est reconstruite début XVe à la place d'une ancienne porte de ville. Comme la tour de l'horloge à Rouen, elle est une des plus remarquables du type que nous ayons en France. Surnommée Pourtour du Groussin, pensée au tocsin, elle sert alors de tour de guet. Au fil de l'histoire, elle sonne le couvre-feu, ou appelle les membres du corps de ville et les bourgeois aux réunions mensuelles de l'échevinage. Au XVIIIe, elle servira même de prison. Avant de poursuivre la balade vers l'abbaye royale, coup d'œil alentour avec la commerçante rue Gambetta et la place du marché. C'est au début du XIXe que s'y établissent les halles de la ville. L'actuel marché du samedi vibre aux clameurs des chalands et des clients. Patrimoine majeur de Saint-Jean, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme ses alter-ego saintais et rochefortais que sont l'abbaye aux Dames et la corvée royale, voici l'abbaye royale et les tours de l'église abbatiale. L'abbaye, avec ses deux clochers encore debout, fait partie du paysage angérien, servant toujours de repère au loin entre les collines. L'abbaye est reconvertie en collège de 1803 à 1984. Dans l'ancien réfectoire, elle héberge aujourd'hui la médiathèque et accueille des tournages audiovisuels. Un ensemble inauguré en 1988 par le président François Mitterrand. Sur le lieu de l'église abbatiale se trouvent les fondations de 3 édifices différents dont seul subsiste un arc-boutant et un chevet du XIIIe, témoins de sa grandeur passée. Après sa mise à sac, lors des guerres de religion, une église provisoire est édifiée en 1615. À l'ouest se dressent les 2 tours, construites à partir de 1741 pour remplacer l'ouvrage saccagé. Néanmoins, le manque d'argent et les troubles révolutionnaires interrompent le projet et l'église ne sera jamais reconstruite dans son intégralité. Ma balade à Saint-Jean d'Angély ne se termine pas en ce haut lieu, mais dans le canton des Forges. Au Moyen-Âge, ce quartier regroupe les artisans travaillant le fer. Il vit dans les maisons à colombage, dont il reste ici 3 exemplaires. Pas étonnant donc d'y rencontrer aujourd'hui, derrière cette porte, un ancien maréchal ferrant devenu égyptologue. Oui, vous avez bien entendu, égyptologue. La suite, c'est Jean qui la raconte.
n'étais pas du tout orienté là-dessus, hein. Et cette passion, elle est venue à force de voir des documentaires à la télévision, surtout un documentaire de François de Closet et Jean-François Delassus, qui en l'an 2000 expliquaient, deux documentaires d'1 h 30, c'est déjà pas mal, hein, qui sont passés sur les grandes chaînes de télévision, et ils expliquaient bien, ils ont fait les pyramides, toutes les grandes pyramides en Égypte, il y en a principalement 4 ou 5, et avec tous les égyptologues renommés du monde entier, les Américains, les Japonais, les Allemands, les Anglais, et à la dernière, pour savoir comment ils ont bien pu faire pour construire ces montagnes de pierre. Et à la dernière pyramide, avec celle de Khéops, ils sont tous là devant, à se dire, devant des modèles réduits et tout ça, ils sont tous là à dire, on ne sait pas comment ils ont fait. Et moi je me suis dit, à la retraite, j'essaierai de comprendre. Pour percer le mystère de ces constructions, la première étape est la connaissance des outils utilisés par ces bâtisseurs. C'est un travail manuel, hein, la construction. Et pour un artisan, pour un manuel, ce qui compte le plus, ce sont ses outils. Et un manuel, même aujourd'hui, un artisan qui n'a pas d'outils ne peut pas travailler. Et moi, je suis allé à la recherche de ces outils-là qui ont servi à la construction de toutes ces pyramides, pas seulement les pyramides, hein, les temples, les monuments et tout. Et tous ces outils sont dans les musées. Ils sont en Égypte au musée du Caire, ils sont à Paris au musée du Louvre, dans la partie égyptienne. Et donc, ils sont même à Londres. Je suis allé à Londres, je suis allé à Turin, je suis allé à Bruxelles pour voir tout ce qui avait été fait sur la construction. Et il y a quelques outils basiques. Et moi, j'ai retrouvé tous ces outils. Et quand vous demandez une explication à quoi ont servi ces outils, on ne sait pas. Ainsi documenté, il élabore des hypothèses de déplacement des monolithes qu'il valide alors par des essais, comme celui de la roue carrée déplacée sur ses berceaux oscillants vus au Caire. Démonstration. J'ai fait un bloc parallélépipédique pour compliquer un petit peu, normalement c'est à peu près au carré, pour compliquer un petit peu la manœuvre. Et si là, la bande de roulement est égale à la base, ce bloc va rouler sans aucun à-coup. C'est un cylindre. Il y a deux bases différentes, il y a deux berceaux différents. Et une fois que ce bloc est parti, je suis obligé de l'arrêter. La notion de poids n'existe plus. Ça impressionne tout le monde, ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'ils appellent la roue carrée. C'est la roue à l'envers. La roue est au sol. Un arc de roue qui est au sol. Fin observateur de bas-reliefs pédagogiques en Égypte, Jean échafaude des scénarios plausibles, constatant que tout est affaire d'alignement, de réduction des frottements, de points de pivotement, comme il le démontre ici. C'est grâce à ces pierres qu'on va déplacer les monolithes de plusieurs centaines de tonnes partout dans le monde. Et cela, personne n'a jamais démontré ça. Supposons ici que l'on ait un monolithe, mettons, de 100-200 tonnes, pour donner un ordre de grandeur déjà assez important. Déjà, ce bloc, ces monolithes qui sont taillés dans les carrières, il faut les mettre sur des poutres là. Parce que un bloc qui est plaqué au sol, vous ne le déplacez pas. Il faut des prises de levier en dessous là. Et là, on voit comment les Égyptiens faisaient pour mettre ces blocs sur des poutres, parce qu'il y a des monolithes qui sont restés dans les carrières, prêts à être déplacés, et on a l'exemple sous les yeux de leur façon de faire. On va incruster cette pierre-là. Les deux formes ont une importance. La forme conique, on va l'entailler dans le bois, là. Et le dôme, il est laissé dépassant. On est sur un point arrondi, ou un alignement de points là, sur le bloc, où le bloc va reposer dessus, là. Un ensemble de points comme ça. Et en dessous, on va faire la même chose comme ça. On va incruster une pierre de chaque côté, au même niveau que ce qui repose au sol. Plus le bloc est lourd, plus ces pierres, on va les rapprocher du centre de gravité. Tout est basé sur le centre, le point de bascule. Je vais remettre maintenant mon bloc dessus, là. Il est sur ces points. Il y a juste un petit espace pour pas que ça frotte, là. Et après, les ouvriers, avec
avec des leviers comme ça. On va voir des leviers de chaque côté, là, comme ça. Mais jamais on va lever la totalité du poids pour dire on fait avancer tout l'ensemble, là. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite, là, comme ça. Donc, on va lever d'un côté avec des leviers en biais, comme ça, et par un mouvement giratoire, vous voyez, le bloc, il avance. Il n'y a plus de frottement. C'est du pivotement, c'est une articulation. Les pyramides et monolithes recèlent encore bien des mystères, de quoi nourrir les rêves de notre égyptologue, qui se fera un plaisir de vous les partager. Il vous suffit juste de pousser sa porte pour partir en voyage avec lui.